Pardon, j'aurai le mauvais rôle aussi du timekeeper tout au long de l'après-midi. Merci, Président. Merci à Lupsadi et à Nathalie, parce que je vous avouerai que moi, en tant que prescripteur, alors je suis médecin urgentiste, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu, ça c'est ma casquette docteur, et puis j'ai un peu une casquette médiatique, parce que je suis le médecin, j'ai été longtemps TF1 LCI, Europe 1, pour ceux qui se levaient un peu tôt le matin, et là j'ai rejoint Télématin, sur la chronique santé de Télématin avec Thomas Soto. Et je vous avouerai qu'en tant que prescripteur, j'avais une notion assez vague des prestataires de santé à domicile. Alors évidemment, on se connaît un petit peu avec Nathalie. Donc grâce à Nathalie, grâce à Lupsadi, j'en avais entendu parler. Et puis grâce au pape François aussi. D'ailleurs, j'en ai fait une chronique sur Télématin qui a peut-être un peu circulé. Moi, j'avais un peu forcé le trait en disant que s'il était rentré à la maison aussi vite, c'était grâce à l'oxygène à la maison et grâce probablement à des prestataires de santé à domicile. Et ça avait permis de mettre un petit éclairage sur votre rôle, qui est effectivement un rôle assez invisible, hein, vous l'avez dit, Président. Et pourtant, vous traitez 3,5 millions de personnes. Quand je regardais les chiffres, le Covid, 100 000 personnes qui ont été effectivement pris en charge, 3 000 agences 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, comme les urgences finalement. Et ça va être l'objet de la première table ronde. Quelle est la place, un peu comme les urgences, on parle beaucoup d'encombrement des hôpitaux, des services d'urgence, quelle est la place des prestataires de santé à domicile? Et ça va vraiment être l'objet de cette première table ronde, avec un premier panorama qui sera dressé, un état des lieux. On a la chance d'avoir et l'honneur d'avoir Catherine Desroches, sénatrice, Dominique Régnier qui nous brossera ce panorama, un prestataire bien sûr, des associations de patients qui seront avec nous. Et puis la deuxième table ronde sera sur le numérique, parce qu'on ne peut pas parler, vous avez évoqué la PPC, la télésurveillance, c'est quand même la pathologie un peu de référence. On peut prendre d'autres pathologies chroniques, il n'y en a pas tellement finalement, où il y a une espèce de preuve de concept qui a fonctionné avec cette télésurveillance. Et votre rôle là aussi il est important, on sait que le numérique va se développer, donc ça sera l'objet de la deuxième table ronde. Quelle place dans le parcours de santé numérique? Et vous avez une place, parce que qui dit numérique dit aussi désert numérique, dit aussi difficulté de littératie numérique, c'est-à-dire des patients qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas utiliser ce numérique-là. Et là, probablement que vous avez aussi un rôle à jouer. Entre les deux, on aura un grand témoin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui nous donnera un focus, François Asselin, sur comment survivre dans cette période inflationniste de crise économique. Comment survivre quand vous êtes dans un marché régulé? Vous ne pouvez pas faire les prix que vous voulez et vous vous trouvez très souvent pris en tenaille. Et puis on glissera tranquillement sur cette régulation économique, justement, avec une étude qui nous sera présentée par le cabinet Xerfi et quelqu'un du CEPS, l'homme clé, j'allais dire, ou en tout cas la structure clé, quand on parle de régulation et de remboursement. Et ça sera la fin de l'après-midi. Donc on va brosser, vous l'avez déjà brossé dans votre introduction, mais essayer d'aller un petit peu plus loin pour essayer de rendre visible ce qui est invisible et ce qui est pourtant essentiel et indispensable. Alors mon rôle, ça sera aussi de garder le temps, parce que je sais que Madame la sénatrice doit nous quitter pour aller en commission après, mais la première table ronde qu'on va démarrer tout de suite, c'est les prestataires de santé à domicile dans le système de santé, comment leur donner la place. Et je demande à Dominique Régnier de venir nous rejoindre, qui est directeur général et président du directoire de la Fondapol. Catherine Desroches, sénatrice de Maine-et-Loire, présidente de la commission des affaires sociales. Philippe Mokhtar, représentant des usagers de l'hôpital privé de l'Ouest parisien. Le docteur Sylvie Thor, médecin conseil de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et Didier Gallorini, président de Union Healthcare, qui est un de vos collègues prestataires. Merci d'être avec nous. Du coup, je vais rester au pupitre. Moi, j'aime pas trop être au pupitre, mais finalement, c'est la place que je vais prendre, où je vais essayer de circuler un peu entre vous. Merci à vous d'être là. Je voudrais donner la parole d'abord. L'idée, ça serait de... N'hésitez pas, et après vous levez la main, la parole circulera, mais je voudrais faire rebondir un peu chacun de nos intervenants sur cette thématique de cette place, la place qu'ils méritent. Sous-entendu, ils ne l'ont pas, cette place qu'ils méritent, les prestataires de santé à domicile. Et je voudrais donner la parole à Dominique Régnier déjà pour nous brosser un état des lieux suite notamment à la note qui avait été faite par le cabinet Asterès, nous dresser un peu cet état des lieux du modèle des prestataires de santé à domicile en quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, moi je suis docteur, mais en sciences politiques. Donc, mes pathologies, elles sont connues de tous, ce sont nos pathologies. Et mon pouvoir est nul. Donc voilà, j'appartiens à un univers qui est un peu morose, parce qu'on fait beaucoup de diagnostics et on n'a pas beaucoup de solutions. La note à laquelle il vient d'être fait référence a été publiée par la Fondation pour l'innovation politique, dont j'ai la charge, ça a été dit,
Elle a été écrite par Alice Boulot et Nicolas Bouzou, c'est-à-dire pas par moi. Et donc moi, comme la note a été distribuée, je pense que vous savez très bien ces choses-là, même si j'ai noté que dans la note qui est datée de janvier 2022, il est question de 2,5 millions de patients. C'était 3 millions au début du discours tout à l'heure, 3,5 millions une fois que vous avez pris la parole. Bon, je me suis dit, c'est quand même un secteur extrêmement dynamique. J'avais noté qu'il y avait une croissance, mais c'est une croissance qui est plus forte que la croissance chinoise. Les chiffres. Ce que l'IGAS avait pointé d'ailleurs, sur la difficulté des chiffres et de quantifier. C'est intéressant parce que c'est quand même impressionnant. Enfin, de toute façon, les chiffres sont bons, ça on le sait. Et ce qui m'a intéressé, au fond, c'est au carrefour de des mondes qui nous intéressent, vous et moi, parce que c'est quand même évidemment une question politique, c'est une question qui touche la cité de façon absolument fondamentale. J'ai relevé un premier point, je vais être rapide parce que vous m'y avez invité, puis après on verra si on a le temps de reparler, mais j'ai relevé un premier point qui est d'ailleurs aussi relevé par Alice Boulot et Nicolas Bouzou, qui n'est pas quelque chose de tout à fait surprenant, mais qui ici joue un rôle particulièrement problématique, c'est le rapport extraordinairement suspicieux à l'égard de l'entreprise. Ça me frappe, dans tous les domaines de la cité, mais a fortiori quand il y a santé à côté. C'est un problème qui est structurant, c'est un problème qui est très lourd, sur lequel il faut qu'on travaille collectivement, parce que ça touche beaucoup, beaucoup de secteurs. Hein. Quand je discute avec des professionnels de l'assainissement, de la distribution de l'eau, ils ont beaucoup de mal à expliquer qu'il faut payer le service. On leur dit, mais l'eau, c'est un bien public, c'est gratuit. L'eau, c'est très compliqué à définir, mais en tout cas, l'eau saine qui arrive en bout de course pour servir les besoins, y compris en termes de boissons, eh bien c'est le résultat d'un service qui est, lui, coûteux, donc qui doit être payant. Et on a beaucoup de mal dans notre société, en particulier en France, c'est pour la santé, c'est éclatant. Hein. La formule, quoi qu'il en coûte, de ce point de vue-là, je dirais, valider l'idée qu'il n'y a pas de rareté parce que le service est essentiel. S'il n'y a pas de rareté parce que le service est essentiel, m'est arrivé de donner comme sujet à mes étudiants à Sciences Po, la santé, ça n'a pas de prix. Et très souvent, ils vous disent, en effet, ça n'a pas de prix. Et donc, il y a une forme de négation de la réalité économique qui pose un problème dans la reconnaissance de l'activité, à mon avis, des professionnels de santé. On est on le fait par générosité, donc gratuitement. On ne sait pas par quel miracle ça s'opère, ou alors c'est par cupidité. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux raisonnables, rémunérer correctement les personnes qui ont la compétence pour s'occuper de problèmes de santé. J'ai fait passer, je me suis fait fabriquer une petite grille d'analyse du secteur des professionnels de santé, en particulier des prestataires de santé à domicile. Alors, je me suis dit, au fond, j'identifie 5 critères qui permettent de poser l'importance de votre secteur, et donc ça ne peut pas être une question marginale. D'abord, le critère de l'enjeu. Est-ce un enjeu crucial? Est-ce un enjeu facultatif? C'est crucial. Le critère de l'efficacité. Votre activité contribue-t-elle à l'efficacité d'un service, les soins, oui ou non? La réponse est oui, évidemment. Donc l'enjeu est crucial. La contribution à l'efficacité de votre activité est documentée. Le critère du coût l'est aussi, puisqu'on sait qu'il y a un effet d'économie, même si c'est compliqué, mais il y a une économie directe sur la santé elle-même en termes de coûts de santé, mais aussi sur des effets induits, par exemple sur le monde du travail et sur le coût du travail. Notamment par les arrêts maladie, la réduction des arrêts maladie. Il y a un critère de valeur qui est absolument central et qui me paraît, non pas passer sous silence par vous, mais pas vraiment audible en fait dans le domaine public. Les valeurs, on pourrait en mobiliser beaucoup, mais je n'en mobiliserai que 2 qui sont essentielles pour nous tous. Je crois qu'il n'y a pas de débat à ce sujet. C'est l'universalité de l'accès. Ça, c'est quelque chose
qui est fondamental. On ne se divise pas à ce sujet. Personne de sérieux ne souhaite en France que l'accès à la santé ne soit pas universel. Par contre, on n'y arrive pas nécessairement. Et vous y contribuez beaucoup. Deuxième élément de principe, l'égalité, en tout cas le moins d'inégalité possible dans l'accès à des soins de qualité. Et là aussi, c'est un point central et vous y apportez beaucoup. Et puis, c'est pratiquement redondant, mais j'ai quand même voulu le distinguer. La question de la territorialisation, elle a été évoquée tout à l'heure, c'est absolument essentiel dans un pays comme la France. Ça doit dépendre des pays, mais nous avons un pays qui est principalement composé de territoires où la population est dispersée, peu concentrée. Le pays qui parle à la télé, à la radio, les universitaires, les professionnels de la parole, les avocats, c'est pas péjoratif, hein, les avocats, les marketeurs, les communicants, les artistes, tout ça, c'est du métropolitain. Le reste, c'est pratiquement toute la France. Si on regarde, je vous le dis au passage, si on regarde les 42 villes en France qui sont considérées comme des métropoles, c'est-à-dire qui font 100 000 habitants ou plus, ces 42 villes représentent 12% des électeurs. 12%. Et donc, la France est principalement un pays de non-métropole, où on trouve des villes moyennes, des petites villes et du rural. Et je ne suis pas certain que, au fond, je crois même pouvoir dire que votre activité professionnelle permet à l'offre de santé d'être en prise avec la finesse de ce territoire, son degré de précision, et que, au fond, la crise du référent hospitalier, l'hospitalocentrisme, me semble être également contenue dans cette évolution de notre rapport au territoire. Puis je termine en vous disant que, puisque je parlais de l'hospitalocentrisme, dans la manière dont vous fonctionnez, ce que moi j'en ai compris en lisant le travail d'Alice Boulot et Nicolas Bouzou, comme en essayant d'approfondir, y compris avec eux, sur le sujet qu'ils ont traité, et bien sûr dans mes échanges avec certains d'entre vous, dont Guy Bastide, que quand même je veux saluer publiquement, parce que nous sommes amis et j'en suis très heureux. Je voulais dire qu'au fond, il est nécessaire d'établir un lien entre la situation qui est la vôtre, de ce secteur que vous représentez, et la crise d'un modèle français de gouvernement. Vous êtes pris dans ce paradigme, c'est-à-dire au fond l'hospitalocentrisme, dont on est conscient, et il s'agit d'en sortir, etc., c'est un reflet, c'est presque un décalage de la crise du centralisme français. Nous avons un système de management qui est centralisé, descendant, péremptoire, Paris-Province, on pourrait le qualifier ainsi avec de nombreuses précisions, et qui est saturé par les demandes qui lui sont adressées et par les missions qu'il se donne, qui n'y parvient plus en fait. Et donc il cherche des coopérations en réalité. Et ça, c'est probablement une piste sur laquelle vous travaillez, j'imagine. C'est-à-dire que la relation avec l'État français, comme la relation avec l'hôpital, c'est une relation de coopération, de compromis. Vous pouvez aider l'hôpital. Vous pouvez aider, vous le faites, hein, vous pouvez aider l'État français, vous le faites par les systèmes d'économie, d'innovation, etc. Et donc cette coopération, il faut travailler. Je ne dis pas faites-le parce que vous le faites déjà. Hein. Je veux dire par là, il ne faut pas que je sois celui qui arrive et puis qui dit aux autres comment il faut faire, etc. Hein. Ce n'est pas du tout ma position. Hein. Mais ça me frappe du point de vue du modèle, c'est-à-dire que l'État français a besoin de délivrer des services de plus en plus compliqués en matière de santé. Vous pouvez l'aider. Et ce serait une bonne chose pour lui qu'il comprenne que vous pouvez l'aider. Même chose pour l'hôpital en particulier. Et de la même façon, je dirais, vous avez entre les mains un modèle décentralisé, que je dirais même diffus, par la finesse de ses ramifications et de son côté réticulaire, pluriel, par le pluralisme des compétences et des formes d'action, souple, et je dirais même sociétal, pour non pas l'opposer, mais le poser par rapport à l'État sociétal, c'est-à-dire
associations, entreprises, TPE, PME, prestataires individuels. Vous voyez, tout un monde qui vous enracine dans une société trop peu souvent, je dirais, mobilisée dans un paradigme qui est statocentré. Et puis 2 remarques pour finir. Un modèle de mobilisation, votre modèle est un modèle de mobilisation des ressources disponibles qui répond positivement à un modèle de contingentement, parce que l'État centralisé, l'hospitalocentrisme est obligé de contingenter des ressources, puisqu'il n'en a pas assez du point de vue de son mode de fonctionnement pour servir les besoins. Donc c'est une bonne réponse à partir de votre propre paradigme. Et puis, et ça me paraît essentiel dans la France d'aujourd'hui, même si nous ne sommes pas les seuls à être touchés par ce fléau, c'est un modèle qui repose sur la confiance, sur le partage. C'est-à-dire que l'État devrait faire confiance à vos compétences, à vos acteurs, s'appuyer sur eux, et non pas avoir a priori une espèce de regard plus que de prudence ou de scepticisme, une forme de défiance, comme si, au fond, il n'était pas possible pour vous de répondre à des attentes qui sont essentielles pour l'ensemble de la population. Et donc, par toute une série de raisons, il me semble que le paradigme, le modèle dans lequel vous vous inscrivez est particulièrement contemporain pour répondre, en apportant votre aide, à un État qui s'est lui-même saturé par des demandes nombreuses et des missions qu'il se donne, mais qui est aussi saturé par une évolution de la société et de l'histoire qui fait qu'on a probablement, par certains égards, de plus en plus besoin d'une puissance publique efficace. Cette efficacité, elle ne sera pas possible s'il n'y a pas une bonne compréhension de la relation avec vous. Oui, et la confiance n'empêche pas le contrôle non plus, et c'est vrai que Oui. cette confiance, c'est en filigrane dans le rapport de l'IGAS notamment, qui est un peu remise en question, et on parle aussi de contrôle, de certification. On en parlera justement pour être transparent sur les pratiques. Merci pour ce plaidoyer en faveur des prestataires, plaidoyer, j'allais dire, économique, sanitaire, politique quasiment, avec cette espèce de ramification et de maillage territorial. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi finalement l'État ne mise pas plus sur les prestataires. Je vais passer la parole au législateur, j'allais dire, ou en tout cas à un de ses membres, à Catherine Desroches, présidente de la Commission Affaires sociales. Pourquoi cette place, justement? On a l'impression que c'est une évidence et que pourtant, l'État, le techno, alors est-ce que c'est le techno ou est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est la même chose, ne mise pas sur ce maillon? Alors, dire qu'il ne mise pas, je ne pense pas que ce soit la réalité totale, dans la mesure où le nombre les sommes remboursées dans le cadre des prestations à domicile ne sont pas négligeables, mais bon, la CNAM le dira mieux que moi, mais ce sont des sommes importantes. Ce qui est clair, c'est que le prestataire de santé à domicile n'est pas, à l'heure actuelle, vraiment reconnu comme un des acteurs de la prise en charge du patient, comme les autres professionnels de santé. À quoi cela tient? Je pense qu'il y a le côté, ce qu'a évoqué Dominique René, c'est un peu le côté entreprise et le côté commercial de boîtes qui font de l'argent avec le matériel et autres. Enfin, je résume, mais c'est quand même ce qu'on entend. Donc ça, je pense que ça a un peu joué. Néanmoins, les choses ont quand même bougé, puisque c'est à mes yeux une profession qui, on voit bien les chiffres de personnes accompagnées augmentent. Le nombre d'emplois, je ne sais pas moi, on me l'avait chiffré à 30 000, je ne sais pas si c'est un peu, donc ce n'est pas négligeable en termes d'emploi. Et puis c'est une prestation qui est appelée à augmenter, parce qu'on ne voit pas de fléchissement dans la courbe du vieillissement à court terme, donc de prise en charge de personnes âgées, de polypathologie, une maladie chronique. On mise beaucoup sur le virage ambulatoire, on mise sur le maintien à domicile des personnes âgées plutôt que l'établissement, même si on ne coupera jamais au fait qu'il y a un moment, il y a un passage en EHPAD qui est nécessaire. Donc, on va sur des domaines où ça va aller croissant. C'est le retour à domicile après hospitalisation, c'est la prise en charge de personnes handicapées, de personnes fragiles. Donc, on va aller vers un maintien, voire une croissance encore forte de ce domaine. Donc, à mon sens, les prestataires et les personnes qui travaillent pour les sociétés ou les associations, ou les entreprises ou les associations de prestations à domicile, en effet, sont dans le système du soin. Et ce qu'on refuse de les mettre dans le système du soin est paradoxal à l'heure où, justement, du fait de cette raréfaction de la ressource médicale,
de ce qu'on appelle les déserts médicaux, avec une connotation souvent très rurale, mais il y a aussi des déserts médicaux et des difficultés en pleine ville. Paris, une forme de désert médical, si on va loin. Et cette nécessité, l'an dernier, j'ai fait un rapport sur la crise de l'hôpital, ce rapport a 1 an, et on voit bien que si on veut... il y a des causes intrinsèques à l'hôpital, mais des causes aussi externes. Il faut travailler sur l'amont, sur l'aval, sur l'hospitalisation à domicile, sur la prise en charge. Et bien évidemment, le prestataire de santé à domicile, là, il aura toute sa place. Alors, la difficulté que l'on a, c'est qu'on est confronté à la fois à une prestation qui est en effet du soin, une forme de soin auprès du patient ou de la personne qui est accompagnée, mais aussi du matériel et c'est vrai, mais surtout du matériel qui est très variable. C'est un peu comme dans les produits, les dispositifs médicaux. Ça va d'un truc très banal à des choses très sophistiquées, très coûteuses. Je pense que c'est ça qui avait poussé par rapport à la loi de financement de distinguer prestations et matériel. Avec les inquiétudes, en effet, qu'il y avait, on les avait soulevées au Sénat. On n'a jamais d'accord sur le PLFSS, donc on n'est pas responsable du texte final, j'ai botté en touche, mais on n'a jamais d'accord. Néanmoins, je pense que ça partait d'une bonne idée. Après, il faut être vigilant, en effet, sur ce qu'on met derrière la prestation, et est-ce que la prestation est à son juste niveau. Et il ne faut pas que ça se traduise par une dégradation du matériel proposé. Parfois, des matériels que l'on va rembourser ou qui vont être 100% remboursés ou qui vont être, au fil du temps, ont parfois tendance à ne pas être celui de meilleure qualité. Ça va être quoi les garde-fous? Ce qu'on voit sur les prothèses en chirurgie orthopédique, ce qu'on voit dans d'autres domaines? Il va falloir mettre des garde-fous. Je pense qu'il faut vraiment travailler avec la prestation. L'idée peut être bonne, mais il ne faut pas qu'on ait des dérives. Et on a compris les réserves qui étaient faites. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup, là, parce que est-ce que les décrets ont été pris même? Non, ça, donc c'est régulier. Les décrets des lois des PLFSS pour 2022 les lois de financement de 2022 ne sont toujours pas prises, donc sur certains domaines. Donc là, il y a du temps. Mais ça, je pense que ça avait été l'objectif hier. C'est vrai que c'est une profession, en revanche, qui est trop peu encadrée. Et il y avait eu ce qui avait été fait, la loi de 2005 avait défini les formations nécessaires pour être prestataire à domicile. Il y avait la certification par la HAS, mais du fait de la crise sanitaire, le référentiel n'est toujours pas pris, alors qu'il devait s'appliquer, il devait être défini en 2022 pour s'appliquer au 1er juillet 2023. Paraît-il que le gouvernement veut le repousser encore de 2 ans. Néanmoins, une certification, ça me paraît important si on veut mettre de l'encadrement et c'est ce qui donne la confiance. Si on sait que les choses sont encadrées, la transparence, l'encadrement apportera la confiance dans les prestataires. C'est trop peu encadré peut-être, mais c'est trop peu reconnu aussi. Cette profession est mal reconnue et elle est trop peu intégrée en effet aux réflexions. Au moment où, du fait de cette raréfaction de la ressource, on donne des compétences à beaucoup de professionnels paramédicaux, au moment où on élargit beaucoup ce que peuvent faire certains professionnels. Moi, je n'y suis pas hostile. Au début, c'était très cloisonné et dès qu'on bouge quelque chose, aussitôt, ça fait hurler dans tous les coins. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut, sur un patient chronique, que travailler en réseau autour du patient et le prestataire de santé à sa place. Donc, je sais qu'il y a des revendications de participer aux communautés professionnelles territoriales de santé. Ça me paraît bien. La seule difficulté, et je le répète et je terminerai là-dessus, c'est qu'il faut que les choses soient clairement définies parce qu'il y a toujours cette suspicion que vous évoquez par rapport à l'entreprise qui va venir s'intégrer quelque chose qui est celui du donc sachant, un potentiel conflit d'intérêts qui pourrait Oui, mais beaucoup de professionnels, finalement, parfois sont jugés partis. Je veux dire, le kiné qui fait des séances sans prescription médicale, on peut dire, bah oui, il est jugé parti. Le pharmacien, parfois, si on dit on va faire du sevrage tabagique au pharmacien, dont acte, moi je ne suis pas hostile forcément, mais à un moment, en effet, oui. À la fois, il est prescripteur et il vend, donc c'est très compliqué de n'avoir aucun intérêt économique. Mais je pense que c'est le point qu'il faut le plus soulever peut-être par rapport à votre profession, dans la mesure où, mais je trouve normal qu'en revanche, quelqu'un qui est au domicile tous les jours, qui apporte un soin avec un matériel que n'ont pas les autres professionnels de santé, aides-soignants ou infirmiers, il soit intégré dans ce parcours de soins que l'on revendique de tous côtés pour toutes les professions.
Quelques mots sur la PPL Milon, d'Alain Milon, Alors, justement, la la PPL proposition Milon. de loi. La PPL Milon, je vais ressortir le titre Ce serait exact. peut-être l'occasion justement de cette clarification et Oui, de alors la PPL de Milon, nommer les il l'a choses. déposé au mois de mars, je l'ai co-signé. Le titre, c'est visant à définir un statut des prestataires de santé à domicile. Il n'y a que la dénomination. On dit prestataire de santé à domicile. L'IGAS disait prestataire technique de santé à domicile pour faire le distinguo avec les professionnels de santé. Ça, c'est de la pure sémantique. Cette proposition de loi qu'Alain Milon a déposée, elle a fait une levée de bouclier pour certains, abreuvé de mails, de demandes, des pharmaciens, des médecins. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va nous enlever ci, on va nous enlever ça. Non, elle a un objectif tout simple, c'est en effet de répondre un peu à ce que j'ai dit avant, donner un statut cadré, donner de la transparence. Et elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour, puisqu'elle vient d'être déposée. À mon sens, elle ne sera pas inscrite sûrement pas avant la rentrée déjà. Elle sera retravaillée lorsqu'elle sera examinée au Sénat, bien évidemment, parce que souvent les propositions de loi sont déposées de façon un peu brute de décoffrage, si je puis dire. Et puis elles sont travaillées au fil des auditions. Mais cette proposition, elle a pour effet de satisfaire des demandes qui étaient celles des prestataires de santé. Et elle a aussi pour objet de donner un cadre, donner une forme de régulation et de mettre un peu d'éthique, si je puis dire, sur certaines dérives qui pourraient apparaître ici ou là. Et ni professionnels de santé, ni fabricants de matériel, mais permettant de faire le lien avec ce maillage territorial. Et donc essayer de sortir du jeu à somme nulle, et essayer de faire comprendre aux pharmaciens, aux médecins, aux IPA, moi je le dis, il y a de la place pour tout le que monde. c'est pas la place de... Mais non, il y a de la place pour tout le monde. Quand il y a eu c'est vrai que la proposition de loi RIS sur les IPA était un chiffon rouge au moment où on commençait des négociations conventionnelles. Les IPA, c'est les infirmières pratiques avancées. Le gouvernement n'aurait pas pu trouver le meilleur timing pour mettre tout le monde à dos en pleine négociation conventionnelle. Notamment des généralistes qui, eux, ont peur de se faire déshabiller de leurs compétences de premier recours. Au final, toutes les professions ont leur place. Mais je conçois le désarroi de certains médecins généralistes. D'abord, on tape sur ceux qui sont là, parce qu'il en manque, mais ce sont ceux qui sont là qui font le job, qui s'en prennent plein la tête. Motiver d'autres. Donc ça ne motive pas forcément les autres qui voudraient y aller. Et je comprends aussi l'inquiétude du médecin généraliste qui reste quand même dans le parcours de soins, celui qui fait le diagnostic, celui qui prescrit et qui doit rester au cœur du dispositif. Et cette angoisse du généraliste, moi je la comprends. Et quand je l'en disais au ministre, il avait l'air de dire que c'était parce qu'on était en pleine négociation conventionnelle. Je lui ai dit non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut en tenir compte aussi. Mais il y a de la place pour tout le monde et il faut aussi que les généralistes, mais c'est un peu fini, mettre fin à une forme de corporatisme qui existait. Oui, en tout cas, ce n'est pas la prestation de santé à domicile qui va enlever le diagnostic, c'est vraiment une complémentarité. Parce que qui va le faire? Ce n'est pas le généraliste qui va aller avec son matériel, ce n'est pas l'infirmière. Donc à un moment, en effet, on a besoin, en fonction du diagnostic, de l'accompagnement, que les gens soient accompagnés, c'est l'essentiel. Le problème de toutes nos lois, de tous les textes que l'on peut faire, c'est au bénéfice du patient, c'est lui, au bénéfice du citoyen. C'est ça notre objectif. Alors, merci Catherine, ça me permet de faire la transition et de passer la parole à Philippe Mokhtar, qui est représentant des usagers, parce qu'on parle beaucoup du patient. C'est toujours pour vous finalement, enfin pour nous, parce qu'on est tous patients ou potentiels, malades qui nous ignorons ou pas. Vous représentez les usagers, vous avez monté la Teams, une équipe justement, la team. Alors parlez-nous justement de la team, mais tous ensemble pour aller mieux, c'est ça? Avec les prestataires. Merci d'avoir invité le patient. Et je dirais, j'espère que je sortirai pas. J'espère que je sortirai pas du cadre. Mais parfois, il faut sortir du cadre pour résoudre un problème. Donc, je dirais, si vous me permettez, je vais resituer ma relation avec le prestataire et le médecin. Nous, on a eu un privilège et une double chance de rencontrer et le médecin diabétologue, qui était favorable et il était d'accord pour une collaboration avec les patients pour investir dans la prise en charge de leur maladie, le diabète. Et on a rencontré un prestataire qui est Isis Diabète, pour ne pas le nommer, je dirais qu'il nous a... Il était empathique, il était ouvert à la communication et il nous a mis une équipe d'infirmières à la disposition des patients.
pour essayer de rendre le patient acteur et producteur de sa santé. C'était quelque chose qui était pour nous nouveau, parce qu'on nous donne un rôle, puisqu'on a travaillé, donc ils ont cru en nous, ils ont cru effectivement dans l'action des patients, et on a travaillé sur ce trinôme, le patient, le diabétologue, le prestataire et le patient, pour essayer de ramener les patients à une certaine autonomie dans leur action vis-à-vis de leur maladie. Donc nous, lorsqu'on a créé cette association tous, team, ça veut dire tous ensemble pour aller mieux. Donc c'était une association qui se voulait engager et partie prenante du soin. Donc nous, on reste en dehors, bien sûr, du soin direct. On était dans l'accompagnement. Et le prestataire ramène une technique à laquelle nous, tout à l'heure, Dominique Régnier aussi, il parlait de ça. Nous, on ne connaît pas, on ne sait pas saisir. Donc, il y a une certaine formation, un certain apprentissage pour qu'on puisse gérer nous-mêmes beaucoup plus que d'aller vers le médecin ou vers les infirmières libérales qui, parfois, ne connaissent pas. Donc, elles interviennent différemment et à d'autres moments. Et à partir de là, donc, suite à cette création de l'association, on a ciblé l'ensemble des patients du médecin diabétologue. On a ciblé ces personnes. On ne voulait pas travailler avec d'autres médecins. On a limité notre champ parce que c'était notre responsabilité. Lorsqu'on a créé des activités spécifiques à ces patients, la marche, l'éducation thérapeutique, dans l'éducation thérapeutique, certaines formations comme la gestion du stress, l'estime de soi, etc. Donc on a créé ça. On le faisait toujours sous la responsabilité du médecin. S'il y avait quoi que ce soit, un problème, donc c'est le médecin prescripteur qui est responsable. Et l'idée, c'était de cibler les patients qui avaient besoin de tel ou tel service, plus peut-être sur un accompagnement, tel autre sur de l'activité physique, c'est ça, pour pouvoir répondre avec le prestataire aux besoins ciblés du patient. Alors, ce qu'il y a, c'est que le prestataire, je dirais, nous, on a ciblé l'ensemble des patients du docteur, donc du médecin, quel qu'il soit, à partir du moment où on est un service ouvert, donc les patients viennent nous voir. Et ils viennent par rapport à leurs besoins, puisque maintenant on est dans l'ère du consentement. Donc chaque patient peut venir comme il veut et à sa demande, on répond. Et le prestataire, lui, il a une certaine obligation, puisque les pompes ils sont installées au domicile, donc il doit voir les patients régulièrement. Mais surtout, ce qui est, je dirais, le lien qu'on a fait, c'est vraiment de rassurer, accompagner et être près des patients, c'est lorsqu'ils sont un petit peu dépassés par les événements. Et H24, 24 heures sur 24, grâce aux prestataires. Pratiquement, tout le temps, on est ouvert. Notre téléphone, il est donné à tous les patients. Le médecin, moi, je suis en contact en permanence avec le médecin au cas où il y a un problème quelconque. On est complètement en connexion avec Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été une expérience. Je dirais, voilà encore une chose qui est très intéressante, c'est le fait c'est la démocratie sanitaire ou la démocratie en santé. On a mis la démocratie en santé dans beaucoup de lois, 2002, 2009, 2016, la loi Touraine, etc. On a mis la démocratie sanitaire, la démocratie en santé. Et je dirais, là, je pense que notre rôle a été vraiment grâce aux prestataires qui, c'était pas simple, je dirais. Mais en tout cas, ça a été vraiment
avec l'association, ça a été très ouvert. Et vous, c'est une application concrète, pragmatique, justement, de cette démocratie sanitaire qui reste très théorique, finalement, mais là, c'est l'application opérationnelle. Absolument. Donc, je dirais, là, on est très proche. Je dirais, c'est dommage. Je dirais, c'est une expérience très intéressante. C'est dommage qu'on n'a pas prolongé cette association, puisque le médecin est décédé. Donc, à ce moment-là, donc, je dirais, on s'est dispersé. Mais voilà, mais je dirais, c'est quand même... Il faut trouver un autre diabétologue. Absolument. Non, mais en tout cas, c'est-à-dire le prestataire... Parce que ça peut aider. Je vous repasserai, pardon, c'est aussi mon rôle que tout le monde puisse parler. C'est aussi une aide, j'allais dire, pour le médecin, pour le prescripteur, parce que vous êtes un relais, finalement, et il y a plein de coups de fil que vous pouvez gérer à la place du prescripteur qui n'a pas forcément le temps. Donc, c'est peut-être un facteur d'attractivité pour un nouveau docteur. Philippe, je vous repasse la parole juste après. Je voudrais passer la parole à votre voisine, docteur Sylvie Thor, médecin conseil à la CNAM. On entend que finalement les patients ils sont demandeurs. Le politologue nous dit mais je comprends pas pourquoi l'État mise pas plus. La sénatrice dit bah oui on va clarifier tout ça avec la PPL. Qu'en pense la Sécu, qu'en pense l'assurance maladie? Bon alors moi à titre personnel, je suis tombée dans la LPP il y a 6 ans. Alors, en tant que médecin, je connaissais les prestataires et de toute façon, j'ai aucun doute sur le service rendu par les prestataires. Je vois pas un patient diabétique en fait sous pompe à insuline vivre sans son prestataire, ni un patient insuffisant respiratoire. Ne parlons pas des gens qui sont en nutrition parentérale ou entérale, etc. Donc ça, votre place, ça, j'en suis complètement convaincue. Et à la CNAM aussi, nous en sommes convaincus. Bon, la démocratie sanitaire, en effet, on a mis en place des conventions avec vous pour assurer un tiers payant, parce qu'en effet, tout ça avait un prix. Et en fait, on voulait que les assurés n'en aient pas la charge et n'aient pas de reste à charge à payer. Et donc, on a mis en place un tiers payant. Donc, vous êtes conventionné avec l'assurance maladie. La certification, on a participé aux travaux et nous sommes tout autant déçus de ne pas l'avoir émergé parce que nous avons fini, je crois, les travaux. Et il y a un des membres de notre équipe qui a participé activement. Je sais qu'en fait, quand ils sont aboutis, et on est très déçus de ne pas les voir parce que travailler en fin de compte sur un projet et ne pas le voir aboutir, c'est toujours un peu difficile pour nous. Alors, ce que je dirais, c'est quelque part, on a besoin en effet de revoir vos bases réglementaires. Pourquoi ? Premièrement, parce que en fait, bizarrement, en fait, vos tarifs sont fixés par le ministère, certes après une négociation avec le CEPS. Nous, on applique en fin de compte les tarifs qui ont été fixés par un autre. Vous êtes conventionné avec l'assurance maladie pour faire du tiers payant. Vous êtes inscrit sur une liste qui est toujours en fin de compte sur lequel on fait un plan de baisse. Parce qu'il y a des produits industriels, etc. Sauf que sur la masse financière en fait, de la LPP, vous représentez 60% de la prestation. DM plus produit. C'est ce que, en effet, quand vous achetez des appareils PPC pour les mettre en location, ils sont dans la prestation et donc voilà. Mais 60% quand même de cette masse financière, c'est quand même en fait de l'ordre d'un peu moins 9 milliards d'euros en fait en montant remboursé qui sont en fin de compte et c'est 60% de cette masse-là. Donc pour nous, c'est vraiment, en fin de compte, important. En fait, votre place est certainement importante à voir. Donc ça, c'est un premier défi. Comment appliquer un plan de baisse, en fin de compte, un peu annuel, sur, en fait, des humains. Parce que derrière, il y a des machines, il y a des industriels, des vilains industriels, peut-être. Mais en tout cas, nous avons des industriels, et puis nous avons des humains. Et ceci, en fin de compte, en effet, on a bien compris, coût de l'inflation, voilà. Mais vous savez que comment on fait un tarif au CEPS, c'est la même règle que ce soit pour un produit industriel ou pour une prestation. Manque de chance, on ne peut pas vous comparer aux tarifs européens parce que les tarifs européens des prestataires sont indéfinissables. C'est d'autres modèles en fin de compte économiques, donc on ne peut pas vous comparer. Par contre, on vous applique systématiquement la plupart du temps, en fait compte, sauf raison majeure en fait d'évolution, mais j'en ai pas vu depuis 6 ans, des baisses tarifaires. Je suis consciente que en fait le régime, il est pour vous difficile. Mais c'est vrai que le mot est particulier déjà. C'est de facto un plan de baisse. C'est pas un plan d'investissement, un plan de hausse. Non, la LPP c'est systématiquement un plan de baisse. Chaque plan PLFSS contient en fin de compte le montant d'économie à réaliser sur cette enveloppe. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est quand même... donc, il faut bien une évolution quelque part. Donc, cette LPP, elle est réductrice quelque part, puisqu'elle mélange à la fois des produits industriels, avec, on peut certainement imaginer qu'il y a des volumes en fin de compte qui permettent de faire des économies d'échelle, mais pour en fin de compte des déplacements à domicile qui se multiplient, pour des personnes âgées à prendre à domicile de plus en plus, pour des sorties, parce que
pendant ce temps-là, on diminue les durées de séjour. On fait des économies aussi grâce aux prestataires. Il faut bien le voir. C'est pour ça que on pourrait imaginer que c'est un plan d'investissement. Bah oui. Non, mais ça, on en a bien conscience. On investit d'un côté parce que ce qu'on voilà. investit là, on va le gagner soit à moyen terme, soit ailleurs. Il y a un retour pour nous, ça c'est sûr. Hein. Je dois dire que quand même, on a souvent mis en parallèle les prestataires et l'achat des. Hein Père Fadom a été quand même, pour mon parcours antérieur fait que je connais pas mal quand même, en fin de compte, les circuits antérieurs, je peux vous dire que quand même, quand on a mis Père Fadom en place, moi, je m'occupais de la convention avec les infirmières libérales, j'ai monté les tarifs des infirmières libérales sur les actes de perfusion. En même temps, on a sorti Père Fadom, bah, ça fait un boom. C'est-à-dire que tout, en fin de compte, la chimiothérapie, notamment pour les cancers coliques, a pu se faire à domicile. C'est quand même en fait un progrès considérable et des économies par rapport à l'hôpital. Parce que en fait, pendant ce temps-là, l'hôpital de jour de chimiothérapie chutait. Donc en fait, là-dessus, la CNAM, elle n'a aucun état d'âme, en fin de compte. Elle vous reconnaît votre place complètement. Mais le problème, c'est que nous sommes, pour vos tarifs, en fait, à la dépendance du ministère. Bon, alors je suis membre du CEPS, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas au courant des discussions, des négociations, etc. Ça, c'est évident. Mais j'ai, en fin de compte, moi, dans la dissociation produit-prestation, je me suis dit, mais peut-être, comme pour d'autres métiers de la LPP, comme les orthoprothésistes, hein, qui, eux, mettent les prothèses, etc., on est en train de discuter comme une dissociation entre le produit, la prothèse, et puis la prestation. Et je me suis dit que peut-être, si on faisait un travail rigoureux, de chercher le modèle économique pour qu'en effet la prestation soit prise, évaluée, qu'on puisse dire en fait sa valeur en fait d'une certaine sur le plan médical, mais sur le plan économique aussi. À ce moment-là, en fin de compte, on pourrait peut-être en effet faire une dissociation. Le problème, c'est la méthodologie. Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est pas des économies, c'est en fin de compte, on en fait des économies grâce à vous sur certains pans. On peut réinvestir peut-être sur de la prestation, en exigeant, par contre, de par la certification. Certainement, je pense qu'il faut revoir l'ingénierie, comme ils disent, de vos métiers, parce que quelque part, il y a quand même encore des images d'Épinal qui restent. Hein. L'ambulancier qui se transforme en fin de compte en prestataire. Maintenant, ce sont les infirmières libérales qui se transforment en prestataires, c'est pour vous dire. On voit de tout. Hein. Donc, il faut... Mais c'est pour ça que je dis, les technologies, elles évoluent. Les appareils sont de plus en plus complexes. Hein, entre une boucle semi-fermée pour les patients diabétiques, une pompe à insuline telle qu'en fait on la mettait il y a 10 ans, il y a quand même un progrès technologique, des attentes de patients qui sont très importantes. Ils veulent la garantie d'avoir en fait une équipe derrière qui soit solide. Ça, donc c'est pour ça que je dis, il faut monter un peu l'ingénierie en fin de compte du métier, mettre des choses, mais au sein, enfin, vous-même, vous embauchez des infirmières libérales, vous avez des pharmaciens, enfin, pas des infirmières libérales, des infirmières, vous avez des infirmières dans vos équipes, vous avez des pharmaciens, vous allez voir des médecins. Donc déjà, vous nous donnez pas mal de sécurité, mais ça ne se voit pas. Et les patients ne le savent même pas, que en fait, dans vos équipes, vous faites appel à toutes ces compétences pour, en effet, assurer leur sécurité. Et ça ne se sait pas. Voilà, il y a un effort de visibilité. Alors oui, la CNAM soutient en fin de compte, en effet, une réglementation qui avance. Également aussi pour vous donner un droit à l'accès au dossier numérique santé, parce que je pense que pour travailler en coordination, il faut pouvoir communiquer avec les outils de maintenant. Donc c'est un peu un non-sens de vous laisser sans cet outil-là. Voilà, c'est à peu près ce que je pourrais dresser comme panneau de mon vécu, en fait, de vos prestations. Voilà. Plutôt positif et optimiste sur la place qui n'est pas remise en cause. Non. Philippe nous disait que c'était indispensable parce qu'on imagine bien que ça serait catastrophique sans le prestataire. Ah oui. Je vais laisser la parole, merci Sylvie, à Didier Gallorini, président d'Union Healthcare, justement pour répondre à ce que disait le docteur Thor, c'est quid de cette certification, de cette montée en gamme, de cette ingénierie du métier justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. À la fois dans les origines, dans les tailles des boîtes, dans la prestation de service. Comment on uniformise, comment on monte en gamme ? Alors déjà, merci. Vous avez entendu les applaudissements. On court après ça depuis des années. Il y a ce côté reconnaissance, mais il y a aussi ce côté rôle essentiel et rôle positif que tous mes confrères ici présents, que j'essaie modestement de représenter, mais ils ont tous, et vous l'avez dit, Monsieur Régnier, tout à l'heure, ils ont tous une spécialité aussi
que ce soit du diabète, de la perfusion, du MAD, du respi, ils ont tous leur spécialité. Et on court depuis des années. Moi, au-delà du statut, bien évidemment, le statut, c'est le côté, on va dire, est-ce que c'est légal? Je ne sais pas si c'est bien si c'est le bon mot, mais c'est tout au moins ce qui nous permettra d'exister. Donc on court après ça forcément pour être enfin intégré dans les CPTS, dans les échanges qu'il peut y avoir à la CNAM, au CEPS, etc. etc. Et ça, c'est le côté voilà, très administratif. Moi, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, et ça nous a fait plaisir, on vous a applaudi, on a un rôle très positif dans la prise en charge des patients. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement ne se sait pas. Et on court après ça. Alors, bien évidemment, la certification, on l'appelle de nos voeux. J'ai fait partie des prestataires qui ont été auditionnés lorsque l'IGAS, à la demande de Madame Buzyn, avait voulu savoir qui étaient ces drôles de personnes qui intervenaient dans le parcours de santé. Et on a été plusieurs d'entre nous à aller se présenter et à répondre et à échanger. Et on a tous appelé de nos voeux effectivement une certification. Parce que tous ceux que vous voyez ici, ce sont des professionnels. Qui est certifié ISO et qui a investi lourdement dans son entreprise pour être certifié ISO, qui a une certification qui peut s'appeler Calypsa, de Capandeo, ou dans mon groupe ou dans d'autres groupes, on a monté des certifications en interne, mais on travaille tous de manière professionnelle et très encadrée. Maintenant, malheureusement, et vous le disiez, on n'est pas connu et reconnu, et il se trouve que ce travail de fond, ces professionnels, on parle de 30 000 salariés, mais on parle aussi de 6 000 professionnels de santé qui travaillent dans nos entreprises. Vous avez des personnes ici qui sont déjà des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, etc., etc. Et dans nos équipes, on a ces professionnels-là de santé. Donc la certification, on l'a appelée de nos voeux. Comme vous, je regrette qu'elle n'arrive pas rapidement, mais je sais que le travail qui est fait avec la HAS va aboutir. C'est un travail de fond qui a été fait et qui va enfin, je l'espère, amener une reconnaissance de ce métier-là. Vous êtes prêt justement quand la HAS sortira le référentiel? Vous êtes prêt? Il y a déjà des choses, des cases qui sont cochées? Qu'on soit clair, je pense, pour connaître certains de mes confrères ici, que la marche ne sera pas si haute que ça, parce qu'ils ont individuellement mis en place des process, des procédures, comme je disais tout à l'heure. Et quand je vois la certification qui est ambitieuse, mais qui est raisonnable pour moi, moi, quand je vois certaines entreprises ici, je retrouve ce qui est dans la certification. Alors certes, il va falloir faire des ajustements, certes, il va y avoir des investissements en plus à faire dans nos entreprises, dans une période sur un marché régulé qui est de plus en plus difficile à mener. Mais ce sont des pros. Ce sont des pros qui se sont donné les moyens depuis des années de travailler de manière professionnelle. Donc oui, la certification, ça va être un travail, mais je ne suis pas si inquiet que ça. Non, je pense que les professionnels qui sont là sont prêts et vont tout mettre en œuvre pour répondre positivement à cette certification. On va prendre, n'hésitez pas à lever la main pour les questions. Juste rapidement, quelles actions pour être plus visible? Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème quand même d'invisibilité. Il faut être plus visible, il faut montrer ce que vous faites. C'est quoi les actions visibles que vous voyez? Pour vivre heureux, vivons cachés, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui à l'instant, aller sortir, aller parler de notre travail, de nos organisations, c'est capital. Bien évidemment, la certification passe aussi par ça. L'obtention de notre statut passera aussi par ça. On doit se faire connaître. On fait avec les associations de patients, le partenariat avec les associations de patients. Je trouve que des fois, on fait un complexe d'infériorité parce que peut-être que depuis des années, on nous fait sentir qu'on n'a rien à faire dans ce parcours de santé. Et peut-être qu'on fait cette démarche-là contraire de... on ne fait pas trop de vagues. Non, on existe. On fait du bon travail. On est positif dans le parcours de santé du patient. Il faut le faire savoir. Donc tout à l'heure, on parlera d'outils de communication, de digital, de choses comme ça. Tout ça,
Maintenant, ça doit sortir au grand jour et éprouver la qualité de nos structures. Question à nos membres de la table ronde. N'hésitez pas, on vous fait passer un micro, ceci on n'est pas on a une petite salle. Madame, je ne vais pas vous laisser mon micro parce qu'il ne faut jamais laisser son micro. Merci. Alors je vais intervenir, j'ai des questions et des remarques sur l'ensemble des interventions et je vous remercie d'ailleurs toutes et tous. Ma première interrogation, auquel je n'ai pas de réponse, c'est vous concernant, Monsieur Régnier, sur le fait que vous évoquiez notre déficit de notoriété. Il est évident auprès de la population française de manière générale, mais moi je suis surprise pour exercer dans cette activité depuis une dizaine d'années, qu'il l'est aussi auprès de certains prescripteurs dans le milieu hospitalier. Et là, effectivement, je m'interroge davantage puisque beaucoup de médecins connaissent l'HAD, évidemment, mais méconnaissent les PSAD et certains ont l'air de complètement découvrir l'ensemble des services que nous serions en mesure de proposer. Donc ça, c'est un premier point, déficit de notoriété. Vous évoquiez, Madame la sénatrice, un déficit de notabilité. J'utiliserai cet adjectif puisque vous expliquiez que ce côté entreprise, et je crois, sauf erreur de ma part, que vous avez même utilisé cette expression fric, n'est pas les cliniques privées n'ont pas cette image, alors qu'on pourrait aussi considérer, malgré tout, qu'il y ait ce côté fric, et en tout cas en entreprise. Et je laisse de côté les EHPAD, et notamment avec les scandales que nous avons eus récemment. Voilà. Madame Thoré, vous avez évoqué, docteur Thoré, vous avez évoqué également le niveau que coûtaient les prestataires de santé à domicile, et donc à savoir 60% de vos dépenses. Donc heureusement, et vous avez été applaudi. Comment ? De la LPP, voilà. Et heureusement, vous avez quand même dit, et vous avez été applaudi, que nos services et notre existence servaient aussi à réduire les séjours hospitaliers. Mais quid de toute la coordination que nous faisons ? Puisque monsieur Philippe Mokhtar, qui lui est un patient diabétique et chronique, a évoqué justement le suivi et l'importance de la coordination des infirmières, du personnel, puisqu'en fait, il faut savoir que dans la LPP, sauf erreur de ma part, toute la partie coordination n'est pas prise en charge. Donc je reviens sur ce que Madame la sénatrice disait, notamment sur la crainte du déficit du matériel et de la qualité du matériel que nous mettrions si jamais effectivement les tarifs baissaient. Mais aujourd'hui, quid de la coordination que nous faisons ? Moi, j'ai une équipe d'infirmières coordinatrices qui passent 80% de leur temps chez leurs patients, chez les patients, et à faire le lien avec l'ensemble des acteurs de santé que je ne facture pas. Et ça, c'est pas payé, ça, c'est pas remboursé. Et ça n'est pas payé, remboursé. pas Donc, bon. Alors. Sylvie, allez-y. Merci, madame. Juste une petite précision. En fait, l'arrêté de la LPP est écrit au ministère. La nomenclature des actes professionnels pour les IDL a inclus, notamment pour les perfusions, la coordination. Voilà. C'est juste pour vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, il était impossible, à partir de là, d'inclure la coordination, en fait, notamment pour Perfadom, dans le sens où, en fait, je l'avais négocié avec les infirmières libérales avant. Je suis au regret. Voilà. J'ai une question pour le docteur Thor, justement. Vous disiez qu'on était dans un carcan qui était la LPPR et qu'on était constamment dans un schéma de baisse à cause de cette LPPR, des mandats, des PLFSS qui sont signés, etc. Moi, je vois tous nos confrères, tous nos partenaires au quotidien, qui sont des professionnels de santé, des infirmiers, les médecins, voire même l'HAD, ont des négociations conventionnelles avec vous directement, avec la CNAM directement. Nous, on est obligé de passer en fait, dans des négociations de baisse liées à des mandats dont on ne maîtrise rien, qui touchent toute la LPPR et qui reviennent sur nous comme un boomerang. Comment on pourrait sortir de ce schéma-là ? Pourquoi nous, on ne pourrait pas non plus négocier nos conventions et nos nomenclatures avec la CNAM directement ? Parce que moi, je vois que tous nos partenaires, quand ils négocient avec vous directement, vous êtes plutôt gentils. Parce qu'à chaque fois, vous faites des revalorisations. Non, mais vous faites un équilibre. À chaque fois, je vois les infirmiers, ils ont constamment des revalorisations sur certains actes. Des fois, ils gagnent, des fois, ils perdent. Il y a des rééquilibrages. L'HAD, constamment, les revaloriser. Nous, on n'est jamais dans ce schéma-là. Donc, est-ce que c'est juste... Pourquoi oui, pourquoi ? Mais est-ce que si on a un statut, finalement, avec la PPL de M. Milon, est-ce qu'avec ce statut, ça nous permettrait de sortir de ce schéma-là ? Ou pas, ou comment on pourrait sortir de ce schéma-là ? Est-ce qu'avec la dissociation, est-ce qu'on pourrait laisser que le matériel dans le schéma LPPR et sortir la partie prestation ? Et il faut qu'on trouve une solution, parce que sinon on peut dire tout ce qu'on dit, ce qui est super bien depuis tout à l'heure. Si on ne résout pas ce problème-là,
On va se revoir chaque année. On en reparlera tout à l'heure en avec le difficulté. CEPS et avec Oui. justement les nouveaux indices de revalorisation. Tout à fait. Mais pour Réponse vous courte, s'il répondre, vous plaît. simplement, c'est sur. En fait, on ne fait pas des conventions avec tous les professionnels de santé. Le problème, par exemple, sur la LPP, vous avez des professionnels de santé, les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, tout ça, en fin de compte, ce sont des professionnels. Nous ne négocions rien du tout avec eux. Voilà. Par contre, ouais, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est un problème réglementaire. Oui, c'est là aussi. Ça rejoint peut-être aussi la question sur la notoriété, c'est-à-dire ce déficit de notoriété et de visibilité, qui peut être aussi un moyen, avec plus de notoriété, de faire pression sur le politique. Oui, alors moi, madame, je réagis à votre question très particulièrement pertinente parce que ce que vous décrivez, moi je n'établis pas le diagnostic du déficit de notoriété, je le lis dans les travaux, bien sûr. Et donc vous avez l'air de l'accréditer, mais tous, je vous dirais. Mais à ce degré-là, comparativement à l'utilité, à l'importance de l'activité, c'est une forme de résistance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, parce qu'il y a des questions d'intérêt, ça existe toujours, parce qu'il y a des questions aussi de préjugés culturels dont j'ai parlé, notamment en illustrant par la question de l'entreprise et de son nécessaire équilibre financier, mais aussi parce que c'est perçu comme une remise en cause d'un modèle auquel on reste attaché au cœur de l'État et au sommet de l'État. C'est pas du tout polémique ce que je dis là, mais c'est un modèle dont on n'arrive pas à se débarrasser, un modèle encore une fois centralisé. Et vous êtes l'illustration d'un modèle décentralisé, que je qualifierais même de diffus, qui marche. Et sauf que l'affichage de l'État, c'est l'inverse. L'affichage du politique, c'est l'inverse. Absolument. Le virage ambulatoire, c'est depuis des années. Vous en avez été précurseur Absolument. dans les années 60. Absolument. Ça a été accéléré, Touraine, Buzyn, et ça continue. Absolument. Donc pourquoi il y a cette espèce de paradoxe? Alors, je fais une réponse qui est peut-être un peu théorique, mais je pense que la difficulté qu'a l'État aujourd'hui en France, et ça touche vraiment beaucoup de secteurs, c'est d'arriver à expliciter qu'il ne peut plus assumer son rôle de puissance publique à partir de ce modèle-là. Et donc de basculer dans un modèle de partage, de confiance, qui serait beaucoup plus profitable pour lui. Mais on n'a pas encore, même pas la classe politique gouvernementale qui a tout à fait, je dirais, cette vision-là des choses. C'est dommage parce que ce serait un bénéfice pour elle. Ça, c'est des discussions que peut-être on peut avoir avec des responsables politiques. Quel est le bénéfice pour eux en termes de reconnaissance du travail? Les sénateurs, on sait que le Sénat, c'est la chambre des territoires, justement, elle a cette vision-là, Catherine. Oui, mais vous m'avez interrogé sur le côté argent, entreprise, côté commercial, un peu des entreprises prestataires de services. Alors moi, c'est pas du tout une critique, parce que je reconnais ce qu'est l'entreprise, les entreprises dont vous êtes ici les représentants et les difficultés rencontrées, mais c'est ce que l'on a. On a un peu la même chose avec le médicament. En toute raison gardée. Mais quand moi, je défends par exemple l'accès à l'innovation ou autre, très souvent ça dérive, vous êtes au service Big Pharma, quoi. En gros, c'est ça. Non, mais tout est comme ça, quoi. Et on sait bien qu'à un moment, certes, il faut et je comprends les contraintes qu'a la CNAM et combien il faut tenir les budgets, mais au fil du temps, on a vu les choses, on est toujours sur la baisse, à un moment, on est à l'os. C'est vrai pour certaines entreprises. Et ce qu'il faut voir lorsqu'on c'est ce retour sur investissement qui n'est pas immédiat. Et c'est la difficulté quand on vote le budget de la sécurité sociale avec un ONDAM annuel. On a des contraintes, mais on ne fait pas l'investissement nécessaire pour justement avoir un retour sur investissement. Sur l'hôpital, à un moment, il va falloir mettre... Alors, je sais bien qu'il y a des dépenses qu'on peut réduire. On peut réduire les choses, on peut trouver des marges de manœuvre. À mon sens, les marges de manœuvre, on peut certes les trouver, mais si on ne fait pas quelque chose pour rendre les métiers plus attractifs, pour renforcer la présence dans les hôpitaux, je ne sais pas s'il y a une crise d'attractivité dans les professions que vous représentez, c'est majeur dans le service à domicile, dans les EHPAD, dans l'hôpital, il y a ça partout. La police, l'enseignement. Donc, à un moment, et je pense que les marges de manœuvre bénéfiques qui pourront en effet permettre de trouver des solutions, elles sont notamment sur la prévention, mais le retour sur l'investissement de la prévention. Ça sera dans 30 ans.
Non, mais en même temps, ça, c'est une vraie marge d'économie. dans Mais 30 vous ans, êtes à un long peu terme. aussi, parce que lorsqu'on est sur une personne bien accompagnée à domicile, bien évidemment, il y a un retour sur investissement qui va se faire. Il y aura moins d'hospitalisation, une maladie chronique bien contrôlée, une insuffisance cardiaque bien contrôlée, un diabète bien contrôlé. La Il y a un PPC retour avec sur une apnée du investissement. sommeil qui Bien donne des évidemment. AVC si c'est pas si c'est Bien mal pris en évidemment, charge, donc il y a etc. ce retour sur investissement. Et si l'objectif, c'est à chaque fois de serrer les boulons, c'est le serpent qui se mord la queue et on n'y arrivera pas. Donc, mais quand je dis que pour intégrer les organismes, enfin, ou les institutions, je ne sais pas comment on les appelle, de décision sur l'organisation des soins, sur les CPTS, sur les je ne sais plus comment ça s'appelle, territoriaux de santé, tous les dispositifs, il faut que soit bien mis en avant, et je pense que la proposition de loi pour ça, en vous donnant un statut, peut améliorer cette situation, vous soyez reconnus en effet comme des acteurs de la santé à part entière, avec chacun ses spécificités, chacun ses limites. Moi, je dis toujours, les compétences, elles s'exercent si on a la formation pour la faire, la compétence que l'on a acquis, et on en assume la responsabilité. Avec ça, chacun a sa place dans le système. Mais pour intégrer cela, en effet, il faut peut-être rectifier un peu des images, parce que sinon, vous serez toujours accueilli ou entendu comme celui, en effet, qu'est l'entreprise et qui vend du matériel et qui vend des prestations. Bon, ce que d'autres font sans que ce soit moins flagrant, je veux dire, ça n'a rien de choquant et ce n'est pas un gros mot, mais je pense qu'il faut vraiment clarifier la situation pour que vous soyez reconnus à part entière. C'est un peu honteux quand même en France et surtout le mais- ménage argent et santé. On a débordé. Bon, Une question juste, rapide, réponse j'en ai pour rapide. 30 secondes. Je voulais juste vous poser quelques remarques et un constat, ou plutôt quelques constats et une remarque. La première chose, c'est qu'on nous a demandé, à nous prestataires de services, de prendre en charge des patients pour faire économiser à l'État beaucoup d'argent à l'hôpital. Oui. C'était le schéma de base. Oui. Le problème, c'est que l'État n'a pas réduit le coût de l'hôpital français pour des questions politiques et qu'on nous demande à nous de réduire notre coût de prise en charge. Ça, c'est le problème de base. Et tout le monde le connaît parfaitement ici parce que c'est celui qu'on ne veut pas toucher. Et rappelez-vous, pendant l'histoire du Covid, on a donné beaucoup d'argent à l'hôpital français pour un constat parce que les soignants, au bout de la chaîne, n'en ont que très peu, une valeur résiduelle. Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure, un mot qui m'a choqué, vous parliez d'éthique. Parce que ça voudrait dire que dans notre métier, alors vous savez, dans tous les métiers, je crois qu'il y a des gens qui font mal leur boulot et d'autres bien. Il y a des médecins ici, il y a des médecins qui sont nuls, d'autres qui sont très bien, d'autres qui prennent en charge des patients de façon, très bien ou du moins humaine, d'autres qui n'envoient qu'un chéquier quand un patient rentre chez eux. C'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, nous, on est dans notre métier, notamment dans les suffisances respiratoires, et M. Tanti qui est là. M. Tanti a mis en place un système où nous ne sommes payés que si nous avons des résultats et si le patient est compliant. On est le seul exemple en France à avoir ce système de prise en charge. C'est un système de prise en charge qui fonctionne. Donc on nous a demandé, or le problème que vous mettez en base, c'est-à-dire que nous serions à la base une ligne de dépenses. Le problème là-dedans, c'est que ce n'est pas nous qui créons le patient. Le patient, il est créé par un médecin qui assume son acte de prescription. Et nous ne faisons que le prendre en charge. On fait l'interface entre le patient, M. Mokhtar en est l'exemple, et les médecins. Le problème là-dedans, c'est que ce n'est pas nous qui créons le besoin. On a une population qui est vieillissante, on a des pathologies qui sont de plus en plus prises en charge tôt, et on a vu que justement cette prise en charge tôt entraînait un coût pour l'assurance maladie bien moindre à moyen terme. Le problème, c'est que notre horloge, c'est celle des élections présidentielles, ni plus ni moins. Et on a donc suivi les préceptes de M. Tanti, et au lieu d'être récompensé, on nous enlève sans arrêt quelque chose. Parce que dans l'histoire de la séparation entre les fournisseurs de matériel et les fournisseurs de prestations de services, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les fournisseurs de matériel veulent récupérer une partie de ce qu'ils appellent la manne des prestataires. Or, cette histoire-là, si vous voulez, est assez simple. Ces machines-là, vous n'êtes pas sans savoir, et Monsieur le Président de la République a appuyé sur ce problématique, c'est que les 3/4 ou les 9/10 de nos machines sont fabriquées à l'étranger. Donc les coûts d'entrée sur le territoire français sont contrôlés. Comme on connaît nos prix de vente, puisqu'ils sont publics, ils mettent en place des systèmes de vente d'entrée sur le territoire français avec des prix qui leur permettent d'avoir la marge ailleurs. Et là-dedans, nous qui employons le personnel sur le territoire français, qui continuons à nous développer, vous voyez dans la société dans laquelle je travaille, on est présent dans plusieurs pays à l'étranger, etc., parce qu'on essaye de développer le modèle français qui fonctionne.
eh bien, on est pénalisé par ça, alors que les sociétés qu'on a en face de nous, qui fabriquent à l'autre bout du monde et dont la France ne bénéficie absolument pas, directement ou indirectement, vont en bénéficier sur cette histoire de séparation. Donc en fait, là-dedans, c'est qu'on est vu comme une ligne des dépenses, alors qu'on devrait être vu comme une ligne d'économie. C'est mon simple constat. Voilà, je trouve ça très dommage. Bon, une réponse rapide, et puis ça sera l'objet tout à l'heure des regards croisés justement sur cette maîtrise des coûts. Je ne vous ai pas taxé de ligne de dépense. Je veux dire, non. Je ne vous ai pas taxé de ligne de dépense. C'est vu comme ça avec et ce mot peut-être Plantes. que le terme éthique, en effet, mais je ne l'ai pas trouvé au moment où je l'ai dit, mais n'est pas, je veux dire, c'est pas. Mais en même temps, ce qu'il faut être, quand je dis éthique, c'est qu'il faut en effet, et je respecte 99% des prestataires font, mais comme dans plein de professions. En revanche, si on veut arriver à ce que le regard soit peut-être meilleur et surtout que vous obteniez vraiment cette reconnaissance que moi j'appuie de toutes mes forces, c'est en effet s'il y a des dérives, il faut en tenir compte. C'est simplement ça, ce que je voulais vous dire, mais après, sur cette dissociation, nous, on l'avait soutenue avec réserve au Sénat en disant attention à ce que ça peut donner. Pour l'instant, elle est encore en cours d'élaboration. Et c'est là où il faut aussi peser toutes vos forces pour que n'arrive pas cette distinction très claire et qui pourrait... mais écoutez... Merci, on va avancer, puis on va reparler de ces sujets, évidemment. Merci Catherine Desroches, merci Dominique Régnier, merci Sylvie Thor, Philippe Mokhtar, Didier Gallorini. Merci à vous.